l'idée des recherches que j'ai fait, donc j'ai eu moi-même ce qu'on appelle un épuisement professionnel. J'ai vécu donc la nouvelle gestion, mais dans un service public. C'était une association en 1901. Et je me suis rendu compte rapidement, avec des objectifs de résultats, etc., que de plus en plus, ça entravait le sens même de mon travail. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui était comptable et qui changeait d'orientation, parce que je travaillais dans l'orientation professionnelle, et il m'avait dit cette phrase, donc avant c'était moi en tant que comptable qui rendais des comptes donc aux dirigeants, et maintenant ce sont les dirigeants et les professionnels qui me rendent des comptes. Et c'est vrai que ce changement-là avait profondément changé le sens même de son travail. Et voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le contrôle de gestion, donc c'est la fonction de la comptabilité qui est passée d'un calcul des coûts, hein, tout simplement, qui faisait partie du département financier au comptable et qui est en fait a été transféré à une fonction réellement de pilotage de l'organisation. Et à travers, donc, plus seulement donc, contrôler les comptes ni informer de tout ça, mais aussi prévoir ce qui se passerait dans le futur, donc avec des projets, avec des perspectives, et donc expliquer aussi les écarts. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a un outil, puisque telle une gestion, c'est difficile de dire que c'est en fait une idéologie, mais en fait, on va voir ensemble que cet outil-là véhicule tout un ensemble de par les biais qui sont, véhicule donc une idéologie néolibérale, donc dénonce notamment Joseph Stiglitz, et c'est vrai qu'il est important de savoir que quand on mesure quelque chose, si les mesures qu'on fait, si le mètre que j'ai est faux, obligatoirement ça me fait prendre des décisions qui ne sont pas justes. Et c'est ce que rappelle d'ailleurs le même Joseph Stiglitz qui a fait le rapport Stiglitz, je ne sais pas si des gens ont eu connaissance de ça, qui était donc un ensemble de chercheurs et d'économistes donc en 2007 je crois, en tout cas c'était sous Sarkozy, et qui ont rendu un rapport pour étudier justement les limites du système économique actuel. Et alors, pour le contrôle de gestion, alors là je me base sur le livre de Florent Fouque, qui est assez peu connu, mais qui est un contrôleur de gestion qui en fait a étudié, s'est rendu compte que en effet son métier faisait que souvent c'était contre-productif, et il a cherché à comprendre de comment a été fait cet outil. Et il a utilisé notamment la démarche systémique pour comprendre comment a été construit. Et, en fait, il y a 10 commandements, donc il part du principe, donc ça s'appelle l'anti-bible du contrôle de gestion. Donc c'est un livre, alors là c'est moi qui l'ai imprimé parce que je l'ai acheté numérique, et donc il décrit les 10 commandements du contrôle de gestion, donc qu'on apprend à tous les contrôleurs de gestion. Et il les analyse à travers le filtre justement de l'analyse systémique. Et donc en fait, ce qu'on peut repérer au niveau de cet outil, c'est que il y a une confusion entre la carte et le territoire, c'est-à-dire c'est comme par exemple quand on est dans une voiture, c'est que on confond le tableau de bord et la réalité de la route. Il y a tout un ensemble d'éléments qui manquent et qui du coup manquent en tout cas à la vision globale, et peut générer des accidents en effet si on ne regarde que le tableau de bord. Ensuite, donc, il y a aussi l'omission de la vision d'avenir. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle un peu le management au rétroviseur. C'est en fonction des résultats que j'ai eus avant que je vais déterminer ce que doit être l'année suivante. Et en général, d'ailleurs, c'est toujours plus, donc un chiffre d'affaires plus important.
Et ce qui omet une chose importante, c'est la vision qu'a normalement un dirigeant par rapport à sa société. Ensuite, donc, c'est le diktat du budget, des dépenses et des recettes, c'est-à-dire que tout est vu à travers ce prisme-là, parce qu'en fait, c'est lié aux bénéfices et aux profits donc, des actionnaires. Et du coup, tous les autres paramètres donc, ne sont pas pris en compte. Ensuite, donc, c'est le mythe de tout est prévisible, donc dans ces chiffres et ces tableaux qui sont faits, donc du coup, et les prévisions, donc tout est prévisible. Dans la réalité, on s'aperçoit que c'est rarement le cas. Il y a toujours des choses. D'ailleurs, au niveau du travail, le travail, c'est finalement ça. Hein, le travail, c'est quand j'ai une situation qui n'est pas prévue et ma compétence me permet de trouver des solutions justement à cette situation-là. Ensuite, il y a quelque chose de central, c'est aussi le coût de revient. Hein, tout est vu au niveau du prix. Qu'est vendu le produit ou le service en question, donc et évaluer sa rentabilité. Autre élément, donc, alors tout ça c'est décliné en fonction de chaque commandement, donc les 10 commandements qu'il fait. Alors bon, là il y en a 9, mais donc c'est parce que le dernier c'est plus sur la fonction, mais le diagramme, alors aussi de résoudre tous les problèmes à partir de la loi du 80-20, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ou le diagramme de Pareto, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une société, si on veut faire des économies, on va prendre les 80% qui rapportent le plus, et puis les produits, les 20% qui rapportent le moins, on va les sous-traiter ou on va les enlever, etc. Voilà. Et tous les problèmes en général sont résolus par ce diagramme-là. Ensuite, donc, on en vient à l'évaluation des personnes et des individus, donc qui se font bien sûr par rapport à des objectifs qui sont prévus, mais aussi par rapport au respect des procédures. Donc ça aussi, c'est dans la formation, en tout cas dans les commandements de cet outil-là de gestion. Et puis la surabondance aussi des indicateurs de mesure, où on mesure beaucoup de choses, ce qui fait qu'il y a une foison ensuite d'indicateurs et où on ne sait pas trop les relations, ou en tout cas c'est difficile de prendre des décisions parce que plus on a de mesures et plus c'est difficile aussi de décider. Et le dernier, donc, c'est sous-estimer aussi la qualité des données. On fait plus, enfin, l'outil de gestion lui-même fait plus attention prend pour comptant le fait que dans les tableaux, sur telle donnée, c'est tel chiffre, alors qu'en fait, souvent, le renseignement des données, donc si c'est la réalité, si ça doit bien rentrer dans cette case, c'est pas toujours pris en compte, et souvent, les gens le mettent, ils sont pas trop sûrs, pas trop, voilà. Donc, et la fiabilité de ces données-là, en fait, est souvent juste, en tout cas, c'est sous-estimé par le contrôle de gestion et ça peut avoir aussi des répercussions. Alors là, je vous en parle de façon assez théorique, mais c'est vrai que dans ce livre-là, ce qui est agréable, c'est qu'il prend à chaque fois des situations très concrètes. Alors moi, je suis psychologue, alors la comptabilité... je nage, mais en fait il prend à chaque fois l'exemple d'un contrôleur de gestion, monsieur machin, qui est embauché pour faire ça, voilà, et ce qui permet rapidement de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Il avait fait même une vidéo où il expliquait comment, à partir des règles du contrôle de gestion, il arrivait à prévoir un truc, à faire quelque chose qui était contraire à ce qu'il avait prévu et contre-productif, et c'était uniquement dû à son outil. Voilà. Alors, du coup, ce qui se passe par rapport au contrôle de gestion, comme tout est prévisible, etc., c'est qu'en fait, toute difficulté de la réalité qui est rencontrée, donc, qui entrave, donc c'est vu comme une entrave pour atteindre les objectifs, et tout ça est toujours conçu comme une lacune
de l'individu ou de l'organisation ou de l'État ou du service. Les objectifs qui sont fixés ne sont jamais remis en compte. Et donc il faut, et c'est pour ça qu'après, donc une des fonctions c'est expliquer et puis prévoir, ben, c'est aussi après apporter des corrections, mais à l'intérieur et dans l'organisation. Voilà, et donc c'est une perversion de la réalité, puisqu'en fait, dans les et un viol aussi des règles d'équilibre de la société, et en tout cas du service ou autre, parce qu'il y a toujours par rapport à ça des éléments qui font qu'en effet, quoi qu'on fasse, il y a des impondérables qui font que on ne peut pas atteindre les objectifs. Et que ce n'est pas toujours dû, en tout cas, à une mauvaise organisation ou à une mauvaise, ou alors une personne qui n'est pas adaptée à son poste. Alors, au global, donc sur cet outil, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil de contrôle de gestion ne prend pas du tout en compte le facteur temps. Enfin, hormis donc sur le prévisionnel, etc., mais le facteur temps, et il estime qu'en fait, tout est toujours réversible. Or, c'est pas vrai dans la réalité. Il y a des choses, quelquefois, qui sont faites et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Deuxième chose, c'est qu'en fait, cet outil de gestion coupe les choses en tranches de saucisson pour les analyser et les comprendre. Et donc, ça isole des facteurs et ça omet tout un ensemble d'interactions que seuls, en effet, les professionnels, eux, peuvent faire et que seuls des chiffres ou des tableaux ne peuvent pas rendre. Et au total, donc, cet outil de contrôle de gestion empêche une perception globale de la situation et aussi durable par rapport au temps. Alors, durable ou on dit aussi soutenable, parce que, notamment par rapport à l'environnement, donc il y a des systèmes qui, en effet, par rapport à ça, ne peuvent pas perdurer longtemps. Alors, pourquoi l'outil de gestion a été conçu de cette façon-là? Donc, en fait, par rapport à ça, cet outil a été est lié aux normes comptables internationales qui ont été mises en place. Et ces normes internationales, j'en ai parlé dans la dernière fois dans ma conférence sur les services publics face au New Public Management, parce qu'en fait, ce New Public Management est la déclinaison de ces sciences de gestion, en tout cas cette nouvelle façon de gérer les organisations, puisque dans le système actuel et notamment dans l'Union européenne, les États doivent devenir des sociétés de marché, c'est-à-dire que c'est pas seulement tout libéralisé, mais c'est que aussi les États doivent fonctionner comme des entreprises. Et ça, c'est dans la conférence précédente. Pour ceux que ça intéresse, alors je ne l'ai pas mis encore en vidéo, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Les normes internationales qui ont été mises en place prennent en compte la valeur marchande immédiate de l'entreprise, de l'organisation ou de l'État. Et pourquoi? C'est par rapport aux intérêts des actionnaires qui sont dans une logique de rentabilité à court terme. Et par contre, donc, ça néglige complètement la pérennité des entreprises qui est la plus liée à l'intérêt des salariés, des fournisseurs et des sous-traitants aussi et de l'environnement. Alors, ces normes internationales, il y en a plusieurs. Elles sont toutes édictées par l'IASB, qui est donc International Accounting Standard Board, c'est un organisme en fait qui s'est auto-proclamé, donc avec des spécialistes de la gestion, notamment dedans vous retrouvez les banques, les grandes banques
voilà, internationales, hein, et puis aussi les grands cabinets d'audit dont on va parler tout à l'heure, hein, et leurs fonctions. Donc, de façon justement à libéraliser le commerce et mettre en place donc, la politique néolibérale. Donc, ils ont mis en place et ils ont édicté des normes comptables internationales. Ces normes ont été donc, alors il y en a pour le public, le secteur public, hein, donc, et puis donc c'est l'IPSAS, et puis ISA aussi, mais ISA n'a pas été, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Et puis, alors, il faut savoir que pour le secteur public, ça comprend aussi les entreprises qui travaillent dans le secteur public, mais qui ne sont pas forcément publiques, et par exemple, ben, les syndicats, les associations, donc, sont sommées d'avoir aussi un commissaire aux comptes, hein, depuis quelques années, je ne sais pas exactement depuis quand, mais ça s'est mis en place. Et puis vous avez donc les IFRS, donc ce qui est là pour les secteurs privés et pour les entreprises qui sont cotées en bourse, donc qui a été imposé par l'Union européenne en 2002 pour justement faciliter les rachats, enfin les fusions, etc., puis le commerce. Ça a d'ailleurs donné lieu en France à de... Enfin, moi j'en ai pas entendu parler dans les journaux, mais en tout cas apparemment en cherchant, les entreprises françaises, enfin, il y a eu beaucoup de résistance à mettre ça en place, c'était sous Jacques Chirac que ça s'est fait, et ça s'est pas fait tout seul parce que c'était de se mettre au pli de ces IFRS, même pour les entreprises qui étaient déjà cotées en bourse, c'était compliqué, c'était pas du tout les mêmes modes de valorisation de la performance des entreprises. Voilà. Donc, alors, quel est l'objectif de ces normes internationales? Bon, je l'ai dit un petit peu en présentant, mais en fait, par rapport à ça, donc c'est que ces outils de gestion et ces normes internationales donnent à lire aux investisseurs les informations qui lui permettent d'estimer si l'entreprise ou l'État, hein, par rapport à sa dette, etc., va lui permettre de faire de la plus-value, hein, et lui assure de garder son capital. Voilà. Donc, donc tout ça a été adopté donc au niveau mondial, hein, de la mondialisation par rapport au fait de cette politique de donc faciliter les échanges et le commerce et aussi donc, tout ce qui concerne les mouvements de capitaux, hein, donc la possibilité de délocaliser, la possibilité donc de privatiser, enfin la possibilité, l'obligation de privatiser, hein, et aussi donc tout ça lié au traité de libre-échange dont on parle, hein, puisque le néolibéralisme c'est ça, hein, c'est en gros c'est les marchés qui décident seuls sans contrainte et qui s'équilibrent. Donc tout ça donc, va permettre à ces mouvements de capitaux et ces nouvelles façons de présenter les comptes des entreprises va permettre de faciliter tout ça. Et ça se base aussi sur une chose qui est importante, c'est sur la création monétaire aussi de la dette, hein, puisque ces mouvements de capitaux, pourquoi on leur confie donc ce pouvoir de pouvoir acheter et puis de pouvoir donc faire des plus-values, etc. Et bien c'est parce qu'en fait on a déconnecté la monnaie, donc la monnaie de, comment dire, pour créer de la monnaie, alors moi je l'ai appris il y a à peu près 5 ans, pour créer de la monnaie, je pensais, comme beaucoup, que les États devaient donc être suffisamment riches, donc par rapport à leur stock d'or, pour pouvoir émettre de la monnaie.
Et puis qu'en fonction de ça, donc ça faisait fluctuer, donc en fonction de la richesse réelle qu'avait, donc de l'économie réelle qu'avait le pays. Et en réalité, non, en 71, donc depuis 71, tout ça a été changé. Donc c'est le président Nixon qui a changé ça et qui a donc permis donc, aux banques privées de créer de la monnaie à partir, donc on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ou en tout cas à partir de dettes. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, vous avez un petit schéma qui explique, donc en fait aujourd'hui comment on fait pour créer de la monnaie, hein, donc il ne faut pas créer de la réelle richesse, hein, il faut simplement donc quelqu'un vienne, si par exemple j'ouvre une banque demain et puis il y a quelqu'un qui, j'ai rien dans mes coffres, mais il y a quelqu'un qui vient qui me dit ben voilà j'ai besoin de 100 millions d'euros, je lui dis ben, très bien, hop, je lui crée 100 millions d'euros, vous me signez la dette, voilà, et que si vous ne me remboursez pas, ben, vous avez l'hypothèque, etc. Et j'ai créé donc sur son compte, j'ai créé donc 100 000 euros de tout ça. Donc c'est toute cette libéralisation en tout cas des capitaux est très très liée en effet à la dette, et d'ailleurs on a vu la conférence dernière comment l'État avait été obligé de mettre en place en effet ces critères-là pour justement satisfaire les investisseurs, enfin en tout cas ceux qui détenaient la dette française, enfin ceux qui détiennent la dette des États. Voilà, alors ce choix politique donc néolibéral de libéralisation des capitaux, de libre-échange, etc., notamment a été inscrit dans les traités européens, donc depuis Maastricht, et actuellement donc ce sont au niveau de la privatisation des services publics, donc c'est l'article 106 donc du traité de fonctionnement de l'Union européenne, parce que le traité de Lisbonne qu'on avait refusé par référendum en France donc en 2005 finalement a été quand même signé en 2007 et ils l'ont dissocié en deux, donc le TUE, le traité sur l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, alors ça paraît un peu compliqué, mais bon, c'est juste qu'ils l'ont coupé en deux, voilà. Mais voilà, donc pour la privatisation des services publics, donc c'est demander dans les traités que tous les pays membres de l'Union européenne donc libéralisent leurs services publics et le confient donc au privé. Donc ils appellent ça les monopoles d'État. Hein, ensuite, donc l'interdiction d'intervention des États dans le flux des mouvements de capitaux, des marchandises et tout ça au niveau mondial, c'est les articles 32 et 63 du même traité. Et puis ensuite la confiscation. Alors ce que je vous disais par rapport à la création monétaire, il est aussi inscrit qu'il est interdit aux États membres de faire de la création monétaire et qu'ils sont obligés de faire des prêts auprès des banques privées. Alors c'est vrai que bon, que ce soit fait par la Banque de France ou les banques privées, a priori ça semble pas trop gênant. On se dit bon, la dette, il faut pas faire de dette quoi. Mais en réalité, ce qu'il y a, c'est que bon, un État doit fonctionner avec de la dette, et le problème qu'il y a actuellement par rapport aux banques privées, c'est que elles créent en effet, comme je vous disais, les 100 000 euros sur votre compte. Sauf que quand elle vous dit, ben oui, mais vous devez me rembourser la somme sinon, mais vous me devez aussi des intérêts. Vous me devez par exemple 5% d'intérêts. Mais ces 5% d'intérêts-là, qui font quand même une grosse somme, ben ceux-là, elle ne les a pas créés. Hein, elle ne les a pas créés du tout. Et ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, les intérêts grossissent. Hein. Il y a notamment la conférence dernière, j'avais montré donc la courbe où vous aviez la courbe qui était, qui était relativement stable hein, sur la dette, et par contre on voyait une courbe exponentielle si on prenait en compte tous les intérêts. En gros, vous avez, j'avais vu sur
un document qu'il y avait 90 000 euros par minute qu'on devait trouver pour payer uniquement les intérêts de la dette. Voilà. Alors qu'avant, quand en effet c'était la Banque de France, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc la France avait nationalisé la Banque de France. Donc les prêts qu'elle obtenait étaient quasiment à taux zéro. Hein. C'est-à-dire que ces intérêts-là de la dette, on ne les payait pas. Peu. Alors, qui est-ce qui verrouille ce système-là de gestion qui s'est mis en place et qui permet donc de mettre en place tous ces mouvements de capitaux et surtout que les investisseurs donc, puissent évaluer les dettes? Et bien, en fait, vous avez les grands cabinets d'audit, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des commissaires aux comptes, donc, qui sont là pour contrôler donc les rapports qui sont remis par les entreprises. Donc c'est des audits qui sont externes. Alors ça a été dans les années 90, ça s'est concentré. Il y en a essentiellement plus que 4. Hein, on les appelle les Big Four. Donc vous avez Deloitte, vous avez KPMG, Ernst & Young et PwC. Ces Big Four donc, conseillent les gouvernements et les multinationales notamment par rapport à ça, alors ils ont un chiffre d'affaires assez colossal puisque c'est un marché de l'audit du coup qui n'existait pas avant et qui a pris une ampleur énorme puisque tous les pays et les multinationales donc, fonctionnent avec ce système d'audit là et donc, ils valident en même temps les comptes, mais aussi, et on l'a vu à travers les LuxLeaks notamment, hein, les paradis fiscaux, enfin, en tout cas l'évasion fiscale qu'il y a eu au Luxembourg notamment, et qui a éclaté donc, il y a 3 ans ou 4 ans, donc du coup, et en même temps, ces grands cabinets d'audit, donc en même temps, ils valident les comptes, mais en même temps, ils conseillent aux États, aux multinationales, de délocaliser dans les paradis fiscaux, ou en tout cas de faire de l'évasion fiscale pour pouvoir justement être plus rentable, en tout cas avoir plus de bénéfices, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de baisser les dépenses et augmenter les recettes. Donc en effet, le fisc c'est une dépense. Donc si on évite le fisc, on a plus de profit. Voilà. Et donc c'est vraiment les deux casquettes de ces cabinets d'audit et qui prennent un pouvoir assez important en termes de lobby, y compris l'Union européenne, etc. Donc les commissaires aux comptes donc, veillent uniquement aux intérêts des investisseurs et des actionnaires, donc en certifiant les comptes des entreprises mais aussi des États. Ils permettent d'établir du coup des comparaisons, donc, puisqu'ils donnent à lire sur les mêmes critères, donc les multinationales ou les États. Donc du coup, les investisseurs, on peut comparer les plus-values financières possibles. Et donc ça a introduit notamment par rapport aux États et par rapport à leurs dettes, la notion de performance financière. Voilà, où il y a une grille de lecture des États qui est faite à partir de ça. Et notamment, je pense qu'on a entendu pas mal parler hein, des fameux 3A ou des 2A, où attention, la France va perdre ses 3A, c'est-à-dire que par rapport à ça, les agences de notation aussi donnent des notes aux États au niveau financier pour avoir un taux d'emprunt qui est important. Mais je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les agences de notation qui sont vraiment les deuxièmes acteurs assez importants dont on nous parle assez peu mais qui finalement ont énormément d'importance.
Donc ces grands cabinets d'audit, donc du coup, poussent à baisser les dépenses, hein, ils assèchent donc du coup les comptes publics, parce qu'évidemment quand il y a de l'évasion fiscale, ça veut dire que les autoroutes ou les hôpitaux, enfin les services publics qui doivent donc fonctionner avec de l'argent de l'État, il n'y a pas de rentrée fiscale des entreprises. Donc du coup, ça veut dire que ça génère l'austérité et puis ça pousse à la privatisation aussi des services publics. Et puis sinon, donc pour les entreprises, c'est aussi pousser à l'austérité, c'est augmenter en effet les recettes et puis baisser ce qui coûte, hein, c'est-à-dire les salaires, qu'on appelle le coût du travail, les stocks, enfin tout un ensemble de choses. Alors, pour le rôle des agences de notation, alors là, ça s'appelle les Big Three, ils sont 3. Pareil, c'est celles qui sont les plus importantes. Donc, il y a Fitch, il y a Moody's et Standard & Poor's. Là, j'ai mis, pour la France, hein, l'évolution de la dette. Alors, on voit qu'il y a un changement, qu'on a perdu le 3A, mais qui était lié, en fait, à la crise de 2008. Alors là, je l'ai mis pour l'État, mais pour toutes les multinationales, vous avez le même type de choses, hein. Même les banques elles-mêmes sont cotées. Toutes les entreprises qui ont donc ce système de normes comptables donc, rentrent dans la visibilité au niveau des agences de notation. Et vous avez même un classement pareil pour les communes, enfin, les villes, les régions, les départements. Vous avez alors c'est pas obligatoire, mais vous avez tout un ensemble de villes qui, pour avoir des emprunts, donc se mettent donc en œuvre pour justement être évaluées au niveau financier pour pouvoir avoir des emprunts. Et j'avais vu donc en 2011, par exemple sur les 3A, donc Paris avait 3A avec les régions Île-de-France, Rhône-Alpes aussi, voilà, bon, vous aviez tout un ensemble de choses. La moins bien cotée c'était à Aubagne, donc du coup on lui conseillait de baisser ses dépenses, etc. Voilà. Donc on ne le sait pas trop, mais c'est vrai que même les villes. Et d'ailleurs, vous savez, la fusion des régions qu'ils ont fait, donc on est passé à 13 régions, en fait c'était dans cette logique-là aussi, ils l'ont équilibré par rapport au niveau financier en fait, hein, sur ces possibilités-là. Au niveau de l'Union européenne, donc les euro-régions doivent pouvoir en effet se financer. Donc l'équilibrage qui a été fait au niveau des régions, même si on ne nous en a pas trop parlé, enfin, il y a certains médias qui en parlent, mais bon, c'est pas forcément les plus connus. En effet, c'était par rapport justement à la possibilité de pouvoir avoir ces notations-là, et d'être en tout cas équilibré d'une région à l'autre. Bien sûr, alors là on a vu au niveau des contrôles de gestion comment cette logique financière, donc de la cupidité, hein, c'est-à-dire de pouvoir avoir des dividendes, hein, d'être sûr donc les investisseurs puissent rentrer dans leurs fonds et même avoir des plus-values. Donc tout ça s'est mis en route et en ordre avec différentes instances et différents acteurs, mais en entreprise, donc c'est le contrôle de gestion, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec ces certifications, donc pareil, hein, il y a des commissaires aux comptes. Donc en dehors du contrôleur de gestion qui est à l'intérieur de l'entreprise, il y a ensuite des commissaires aux comptes qui certifient. Mais tout ça est bien sûr mis en lien avec donc, la direction des ressources humaines. Donc, et puis vous avez aussi le marketing, donc qui est une fonction du management, et les certifications qualité.
essentiellement au début, hein, donc c'était la qualité totale, mais en fait tout type de certification qui là aussi font appel à des contrôles externes de la performance, qui là n'est pas sur uniquement le financier, mais aussi sur d'autres aspects. Et la dernière, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de voir, pour un peu plus concret, parce que là on est passé donc, sur des instances internationales, de voir concrètement donc l'évolution du travail, hein, et de l'impact de la gestion et de ces critères-là sur le travail. Donc voilà, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2 minutes. C'est l'extrait donc d'un documentaire envoyé spécial, peut-être certains l'ont vu, qui s'appelle « Quand les patrons mettent la pression ». Donc, on va parler de lingerie de la région parisienne. Bonjour madame. Cindy, la jeune responsable de cette boutique, est toujours souriante et semble détendue. Tenez la carte de fidélité, madame. Mais elle ne perd jamais de vue son objectif, réaliser un chiffre d'affaires de près de 2 500 € d'ici la fin de la journée. Pour suivre les performances de son magasin, Cindy se sert d'un outil très discret. Vous voyez ce qu'on a ici, là? C'est ce petit compteur qui est ici, ce qui va en fait permettre de nous calculer combien il y a de clients qui rentrent et combien il y a de clients qui sortent. Ça nous permet en fait d'évaluer combien il y a de personnes qui vont acheter sur la journée. Ce compteur permet de calculer ce qu'on appelle le taux de transformation. Un mot barbare, mais vous allez comprendre. À chaque fois qu'une cliente entre, elle est enregistrée par le compteur. Si elle passe à la caisse, elle se transforme en acheteuse. Le taux de transformation, c'est donc le pourcentage de clientes qui repartent avec un achat. Aujourd'hui, jusqu'à présent, là, maintenant il est 15h53, j'ai 359 entrées et sorties, j'ai 56 tickets, donc ce sont les personnes qui sont passées en caisse, j'ai un taux de transformation de 15,6, moi je trouve ça très bien. Cindy est satisfaite, mais au même moment, dans 2 autres magasins de l'enseigne, le taux de transformation vient de baisser. Une information qui remonte directement au siège. Dans son bureau, Dan Suissa, le PDG, découvre leurs résultats en temps réel. Il appelle leur responsable. J'ai vu les chiffres de 16 heures, je voulais les commenter avec vous. Il y a quelques magasins qui ne sont pas bons. Je prends Paris Nord par exemple. Là où j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une baisse de taux de transformation de neuf. Effectivement, il y a un gros travail aussi à faire effectivement sur le taux de transformation. Donc moi j'ai eu la responsable du magasin et les actions sont effectivement lancées là pour les tranches qui arrivent. Donc on fait le point à 18h. Oui, mais il n'y a pas de problème, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Dan lui donne 2 heures pour redresser les chiffres. Ça met pas un petit peu sous la pression, ça? Un peu, mais bon, les équipes se sont habituées à cette gestion d'indicateurs. Elles s'y prennent un peu, elles se prennent un peu au jeu. C'est-à-dire qu'après, c'est des repères pour elles aussi, elles se prennent au jeu et elles ont envie de réussir. Retour dans le magasin de Cindy. À ses vendeuses, elle transmet la consigne du patron, maintenir le TT, c'est-à-dire le taux de transformation. On a un TT à 15,35. On va essayer de le maintenir, on va essayer de travailler vraiment aujourd'hui, se faire un maximum de TT. D'accord. Des outils de gestion du personnel comme celui-ci, il en existe dans tous les secteurs d'activité. Prêt-à-porter, ameublement, banque, nous allons vous montrer les méthodes de management des plus douces aux plus controversées. Comment les salariés vivent-ils ces nouveaux outils? Ont-ils des conséquences dans leur vie en entreprise, sur leur santé? Enquête dans les coulisses du monde du travail, ou comment les patrons mettent la pression. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, la suite est sur Internet. Voilà, donc on voit un petit peu, j'ai mis cet extrait parce qu'on voit comment les jeunes générations apprennent à faire leur travail, où en effet il y a une vision tout de suite du chiffre avec des objectifs, etc. Enfin, après, alors là, on montre juste après, mais je veux pas, les formations qui sont faites justement pour qu'elles détectent donc les clientes bleues, les clientes jaunes,
etc. Donc pour les faire entrer dans des cases et du coup adapter son comportement au type de client, etc. Enfin, voilà. De façon à ce que son TT, son taux de transformation soit le meilleur possible. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ne travaille pas dans ces secteurs, mais ça prend différents types de formes, comme ils disent, selon les entreprises où on est. Par exemple, sur les hôpitaux, dans les services publics, on en a un petit peu parlé, c'est la T2A, hein, la tarification à l'acte qui est mise en place. Et avec des objectifs pareils. Bon, après, il y a les taux, les lits aussi. Enfin, voilà, il y a différents indicateurs de performance d'entreprise. Voilà. Alors, la direction des ressources humaines donc, est un élément important là-dedans. D'ailleurs, dans les petites entreprises, et puis cette fonction découle directement de la fonction de comptable, puisque une des premières fonctions des ressources humaines, c'est tout ce qui concerne la paye et les rémunérations. Ensuite, vous avez donc tout le pôle formation, développement professionnel, gestion des carrières, le recrutement et voilà. Et les gestions des carrières. Donc ça c'est global. Et la DRH aussi s'occupe actuellement, j'ai vu, justement la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Et elle s'occupe aussi bien sûr des risques psychosociaux dans l'entreprise. Alors, pour la direction des ressources humaines, donc le travail, donc du coup, c'est un coût, hein, c'est le coût du travail, donc la masse salariale, et donc une variable quelque part d'ajustement par rapport aux objectifs financiers. Donc c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on voit à travers la personne, donc un simple instrument pour justement mettre en œuvre, enfin atteindre en tout cas les objectifs qui sont fixés. Et c'est typiquement le processus qui est à l'œuvre dans ce qu'on appelle la perversion narcissique. Alors j'en parle un peu dans ma première conférence sur la mondialisation et cette contagion en effet de ce phénomène social en fait, qui est plus une maladie sociale que réellement individuelle et qui génère justement du harcèlement et de la perversion narcissique. Dans l'extrait que je vous ai montré, le fait qu'il voit en direct, hop, il prend son téléphone en disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, tu me redresses ça dans deux heures, alors qu'il n'y a pas un chat dans la rue. Enfin, voilà, c'est un processus aussi qui fait rentrer bien sûr dans le harcèlement. Autre chose au niveau des ressources humaines qui est important, c'est que le moi, hein, donc la personne, est un capital à faire fructifier. Hein, c'est tout ce qui concerne en effet les formations, le coaching, alors on a vu le PNL, hein, la programmation. Comment? La PNL, oui. Ouais, AT, analyse transactionnelle. Vous avez eu aussi des stages où on les faisait sauter en élastique. Enfin, il y a eu plein de choses. Il y a notamment des autres documentaires qui sont vraiment très bien, qui sont aussi sur Internet. C'est la mise à mort du travail. Et il y a trois épisodes et il y en a un justement où par rapport à ça ils vont, alors je ne vais pas le nommer mais ils changent les pare-brises et donc ils vont le filmer là-bas et on les voit mais vraiment comme dans des thérapies de développement personnel, vous savez, sur les rires où ils font rire les cadres, etc., etc. Voilà. Il y a eu aussi voilà, plein de choses avec le coaching aussi, tout ce qui est sportif, c'est sur les Feng Week là qu'ils en parlent dans ce documentaire, donc comment ils ont utilisé Aimé Jacquet avec des extraits pour dynamiser les équipes, etc. Donc, au niveau de la gestion du personnel, comme c'était avant le management, on va dire, donc l'humain, la place de l'humain dans la société, c'était
une force de travail, une source de richesse réelle et de performance sociale. Et par contre, à partir du moment où on rentre dans le système des sciences de la gestion et du management, donc des ressources humaines, on n'est plus dans c'est plus le personnel, mais c'est les ressources humaines, comme une ressource naturelle, comme du pétrole, ou comme, enfin voilà, c'est une ressource à exploiter. Donc là, l'humain devient un moyen, en effet, d'optimiser, d'atteindre les objectifs, et puis il est aussi une charge et une dépense, donc qu'on doit diminuer le plus possible pour avoir des dividendes. Alors, la fonction des RH a une fonction essentielle sur aussi la mission de conduite du changement, justement pour passer d'une entreprise qui est liée à une performance, une vraie richesse réelle, à justement cette recherche plutôt uniquement financière. Donc, par rapport à ça, et développer différents outils. La dernière fois, j'ai détaillé les grilles de classification, c'est-à-dire comment on a cassé les professions pour générer de la polyvalence et baisser les salaires. Donc on a changé la pesée des emplois, donc on en a fait modifier les grilles de classification de façon à mettre en haut de grille tous les postes qui étaient en lien avec les objectifs justement financiers, donc les managers, les comptables, mais aussi la sécurité, et par contre tous les autres professionnels, donc qui devaient être polyvalents, tous en bas de grille. Voilà, et c'est un petit peu tout ce changement-là qui a été fait, mais dans le privé, c'est un petit peu la même chose, donc cette surdétermination des fonctions qui permettent justement de mettre toutes les forces productives de l'entreprise au service justement des profits, enfin, des objectifs qui sont fixés. Donc tout ce qui concerne aussi bien sûr la résistance au changement, tout ce qui est mis en place, les formations, les coachings, alors le couloir humanitaire des risques psychosociaux, donc en effet dans cette logique-là, vous avez tout un ensemble de souffrances au travail, je l'ai détaillé dans ma première conférence, mais aussi sur la flexi-sécurité, la troisième. Par rapport à ça, vous avez des lignes téléphoniques, donc c'est pour les gens qui sont en souffrance au travail, etc. par exemple, qui ont été mis en place pour les risques psychosociaux. Vous avez eu le changement aussi du rôle du médecin du travail, qui a été profondément changé. Vous avez les entretiens annuels obligatoires, qui permettent de donner des primes individuelles, justement en fonction de la performance du coup qu'on demande par rapport à ces objectifs, donc alignés sur la rentabilité, mais aussi des critères de recrutement qui ont du coup aussi changé. Voilà. Le fondement par rapport à ça, c'est en effet, comme je disais pour les grilles de classification, de réduire l'autonomie et la maîtrise des professionnels. On a vu, comme là, la dame, elle était omnubilée par les chiffres et elle venait voir, etc. Donc, elle est plus liée à une logique d'atteinte des objectifs que de réellement de faire son métier de vendeuse, ou en tout cas son métier est directement lié à ces objectifs-là. Augmentation de la subordination, comme il y a mise en rivalité aussi des uns avec les autres par rapport aux objectifs, donc il y a une diminution de la coopération aussi, et tout ça avec avec le partenariat en tout cas qu'il y a eu aussi avec les syndicats. Je l'explique dans ma conférence précédente où justement toute cette pesée des emplois et ces grilles de classification, ça a été porté par les partenaires sociaux. Voilà. Et donc qui ont participé, qui ont fait participer chaque personne, etc. Donc
et quelle est la logique finalement au niveau syndical? Moi je l'ai vu au niveau de Pôle emploi, puisque je travaillais au niveau du service public de l'emploi, mais dans un organisme de formation. En fait, la logique de destruction, enfin en tout cas de ne pas défendre les professions, c'est plutôt l'anticorporatisme, hein, qui est plus là lié, je dirais, à une idéologie de type, donc qui n'est pas libérale, mais qui est que tout le monde peut tout faire, etc., et qu'il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. Donc il y a une autre idéologie, mais qui toutes les deux convergent en tout cas pour détruire les professions et l'autonomie, etc. Voilà, alors dans cette logique-là de gestion des ressources donc là, humaines, du coup vous avez en effet la logique de faire diminuer constamment les dépenses, puisque les objectifs sont toujours de plus en plus, le chiffre d'affaires doit être toujours de plus en plus important. Et donc cette logique-là, hein, donc de rentabilité des entreprises, donc génère obligatoirement un remplacement de l'humain par des robots. Et ça, j'en parlerai dans ma conférence du 9 mars, sur quelque chose dont on commence à nous parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est les robots, donc il est prévu en tout cas qu'il y ait à peu près en 2025 ou 2000, là j'ai mis 2025, là, mais il y a un autre article qui dit 2030, bon, que ça supprimerait 3 millions d'emplois, mais pas seulement dans les entreprises, dans les industries. De toute façon les industries, il y en a plus beaucoup, hein, elles ont été beaucoup détruites, mais dans les services, hein, et notamment avec les traités de libre-échange TISA, donc ce qui est spécifiquement sur les services. Vous avez maintenant la télémédecine, vous avez tout un ensemble de choses qui feraient disparaître des emplois. Mais vous en avez aussi par exemple sur les voitures ou les camions sans chauffeur. J'ai vu, je crois, il y a un an que les premiers convois convois routiers sans chauffeur étaient expérimentés, je ne sais plus à quel endroit. En Allemagne. Voilà, je crois que c'était en Allemagne, en effet. Voilà, alors, donc ça c'était sur les... Comment? D'assouper. Ils ont des gros problèmes en ce moment. Hein, oui. Ouais. Comme ça, on pourra revenir sur la robotisation, enfin, je viendrai avec quand je veux, parce qu'en fait, ça implique une transformation de l'espace public. Tout à fait aussi. Qui va devenir privé. C'est-à-dire que tout va devenir privé. Les villes, notamment les smart cities, donc Grenoble d'ailleurs va représenter... l'espace public, l'espace public va disparaître. Donc voilà, très en effet préoccupant le remplacement de l'humain par tout ça. Et j'en ai fait d'ailleurs... donc la conférence du 9 mars, avec le coût justement environnemental que ça peut avoir, et aussi sur les sociétés humaines bien sûr. Alors autre chose bien sûr dans le management des entreprises, c'est évidemment l'explosion de la fonction du marketing. Je ne vais pas non plus aller très loin non plus là, je vais passer rapidement parce que là j'ai aussi une conférence qui est sur ce thème-là. Donc la fonction, donc, quand ça a été mis en place donc, aux États-Unis, donc c'était par Edward Bernays. Alors voilà. Donc là j'ai le livre Propaganda qui est la traduction du livre original d'Edward Bernays. Donc vous avez aussi le documentaire de Century of Self qui a été fait et qui explique donc comment Edward Bernays a utilisé donc les théories de son oncle Freud et aussi d'Edouard Gustave Le Bon sur les foules, pour justement mettre en place, transformer une société de besoins, hein, c'est-à-dire répondre aux besoins, à une société de désir. Hein. Et donc la psychologie donc des foules ou la psychologie donc, freudienne a été utilisée beaucoup, mais elle a été aussi
par la suite, donc la connaissance du psychisme humain a été s'est développée, notamment avec le courant reichien, avec la libéralisation, enfin, le développement personnel, et donc qui a aussi impacté bien sûr le marketing. Et marketing qui passe aussi maintenant par le numérique d'ailleurs. Donc, simplement pour dire, donc, parce que je ferai la conférence le 4 mai sur cet aspect-là, donc, que j'ai intitulé « Science sans conscience n'est que le ruine de l'âme », l'utilisation des connaissances du psychisme pour refonder la société autour du moi et du désir. Voilà comment je l'ai intitulé. En tout cas, le principe, c'est l'exploitation des pulsions individuelles des gens et étudier leurs aspirations, donc pour générer des comportements d'achat. Aujourd'hui, on en est même au neuromarketing, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de questionner les gens, mais on va voir directement avec des IRM et des scanners l'impact que peuvent avoir des odeurs, des goûts, etc. Il y a une émission d'Élise Lucet qui avait fait sur le neuromarketing et notamment l'impact que ça avait sur les enfants, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, si vous ne connaissez pas du tout ce neuromarketing. Voilà. Et sinon, donc, c'est ce qu'on appelle aussi la fabrique du consentement, parce que Edouard Bernays a travaillé bien sûr avec les entreprises, mais il a travaillé aussi avec le gouvernement américain, notamment pour faire accepter à la population d'aller en guerre contre tel pays ou tel autre, donc avec les médias qui ont une place fondamentale. Voilà. Alors ça s'est mis en place d'abord aux États-Unis et puis évidemment c'est arrivé, donc tout ça j'en parlerai le 4 mai. Alors ensuite, autre pilier fondamental du management, c'est les certifications et notamment la qualité totale qui a été au départ mis en place, mais en fait vous avez une foultitude aujourd'hui de labels, de certifications et donc aussi la responsabilité sociale des entreprises, qui tout ça donc, sont des certifications extérieures à l'entreprise avec des normes, des normes auxquelles doivent respecter donc, les entreprises. Donc, au départ, pour la qualité totale, ça a été développé par le FQM, donc ça a été fortement développé au niveau européen, et à l'origine, donc c'était 14 sociétés européennes qui ont fondé le FQM avec l'aide de l'Union européenne. Ça ne s'appelait pas l'Union européenne. Donc il y a Nestlé, Volkswagen, Bosch, Bull, Olivetti, KLM, Philips, Renault, Electrolux, Dassault, Fiat, British Communication, bref, ils étaient 14 en tout. Donc c'est eux qui ont porté ce projet de certification, de normes. Donc en France c'est AFNOR qui porte ça. Donc il y a eu fusion, il y en avait deux et puis bon, ils ont fusionné. Et en fait il faut savoir que ce système de certification au départ il a été fait après la guerre, donc dans une démarche américano-anglaise, puisqu'en fait donc ce sont des instituts américains et anglais donc, qui ont mis en place les normes ISO, qui sont là des normes internationales et qui ont développé ce principe-là de certification externe à l'entreprise. Voilà, et en gros, notamment pour la qualité totale, c'est évidemment avec cette volonté, cette financiarisation de l'économie, où en effet on demande aux entreprises de la performance financière et non plus de performance sociale. Du coup, en effet, il a été mis en place, oui, mais on va mettre en place de la qualité, voilà, et on va le faire certifier. Donc, ce qui est un petit peu la logique de ça. Donc,
vous avez une myriade de labels. Alors là, j'ai mis quelques logos. Alors vous avez celui-là, donc la 26 000, c'est la responsabilité sociale des entreprises. La 9001, c'est qualité totale. Après, vous avez l'entrée, vous avez les écolabels, etc., etc. Voilà, donc ça, il y en a plein. Donc ça a créé bien sûr d'externaliser ces contrôles, ces contrôles en fait, hein, c'est la validation des performances, mais moins sur le côté financier que sur d'autres critères. Donc du coup ça génère un énorme marché à ce niveau-là. Vous avez donc et aussi, ce qui est fondamental au niveau du travail, c'est que, étant donné que c'est externalisé, donc ça met en place des procédures standards d'exécution. Tout à l'heure, je parlais au niveau du contrôle de gestion, donc de l'évaluation de l'individu par rapport au respect des procédures. Ben, là, c'est typiquement ça, hein, c'est-à-dire, ben, pour être certifié, il faut que vous passiez par telle étape, et puis il faut checker, voilà, pour passer... donc ça déresponsabilise complètement le personnel et ces procédures, il est montré donc dans tous les travaux qui ont été faits, parce que ça génère évidemment beaucoup de difficultés et de souffrances au travail de rentrer dans un système de ce type-là. Vous avez donc en général, ces procédures, elles correspondent à 80% des cas. Mais il y en a 20% où c'est l'inverse. Ces 20%-là, la procédure ne permet pas de répondre à ces cas-là. Et donc, ce qui met énormément les gens en difficulté. Et sinon, ben, tout à l'heure dans le schéma, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis une flèche. En effet, le marketing, donc c'est ce qu'on appelle un peu le greenwashing. Tous ces labels-là, bien sûr, c'est à mettre sur les emballages, etc. C'est voilà, pour faire aussi des ventes. Hein. Voilà, ça permet de donner une image de qualité, de sécurité par rapport aux consommateurs. Alors, au total, ce qu'on peut dire, ben, c'est que c'est une perversion, ça génère une perversion sociale au niveau du travail, notamment par rapport à l'excellence qu'on demande, hein, donc par rapport à ça. Vous avez notamment Vincent de Goljac, qui est sociologue, sociologue clinicien, et qui a beaucoup travaillé là-dessus, et il montre en effet que dans ce système du toujours plus, du toujours mieux, etc., donc l'excellence devient normale. Et du coup, on ne peut pas régresser. Si vous avez atteint ce niveau-là, vous ne pouvez jamais redescendre, on vous en demandera plus. Et par rapport à ça, donc, ça génère un idéal du moi, c'est-à-dire quelque chose auquel je veux tendre, qui est in fine pas soutenable, voilà, puisque ce serait être dans la toute-puissance. Mais il y a la réalité qu'en effet, qui est plein de niveaux, que ça, c'est pas possible. Et ce qui génère donc des gens qui s'investissent énormément, qui atteignent les objectifs, et puis etc. Puis à un moment donné, où en effet, on atteint un peu les limites, et puis il y a un désenchantement aussi, hein, le désenchantement au travail, et qui peut générer donc tout ce qui est dépression, mais aussi hyperactivité, hein, c'est-à-dire que pour combler justement tout ça, je fais encore plus, et cette débauche-là d'énergie génère ensuite épuisement professionnel, etc., etc. Et ça, donc il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, Le prix de l'excellence, et qui explique donc psychiquement tous les impacts que ça peut avoir, avec notamment ce phénomène un petit peu d'humiliation constante, où on n'est pas à la hauteur, je ne suis jamais à la hauteur, etc., etc.
Voilà, et puis bien sûr, j'en ai parlé, ça détruit les professions, c'est quelque chose d'essentiel, ça renforce la subordination, donc le lien hiérarchique, le lien de subordination, qui interfère directement dans ma façon de faire le travail. Notamment en me mettant en compétition avec mes collègues, hein, ce qu'on appelle le benchmark. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, tiens, dans le documentaire où je vous ai montré le départ, je crois que c'est dans celui-là, il montre que dans le magasin de bricolage que je ne vais pas nommer, donc nouveau, qui vient ils mettent des tableaux dans 3 endroits du magasin, bien en évidence, avec le nom de chaque vendeur, ce qu'il a vendu, donc les objectifs qu'il a, donc tout le monde a le même objectif de vente, et puis hier, qui a fait quoi? Donc lui, il est à moins machin, lui, il a atteint ses objectifs, etc. Et ce qui génère, et il l'explique, que du coup, comme c'est la jungle, c'est-à-dire que tout le monde peut vendre ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de spécialiste de lave-linge, etc. Évidemment, il y a les précarés de ceux qui vendent plutôt les machines à laver cher, plutôt que les petits robots, hein, pour faire leurs chiffres, évidemment. Donc voilà, tout ce que ça peut générer en termes et il y a eu énormément, ils expliquaient, donc de démissions et de problèmes à ce niveau-là. Voilà, donc Vincent de Goldjak, dont je parlais, notamment, qui a écrit le livre « La société malade de sa gestion », il a fait des conférences aussi qui ont été filmées, qui sont sur Internet, c'est assez intéressant. En tout cas, au niveau de la compréhension de l'impact de la gestion sur les gens. Notamment, ce qui montre, c'est qu'au niveau de la qualité totale ou de ces certifications, c'est d'abord le travail empêché, parce que je passe plus de temps à dire ce que je fais qu'à le faire. Et les paperasses, etc. Enfin, moi, je l'ai vécu dans mon entreprise. Où j'étais, alors ils nous demandaient de faire signer des papiers pour dire qu'ils étaient d'accord, que si, que là, que voilà, et puis du coup il restait très très peu de temps pour le reste. Et puis, alors les critères, donc c'est aussi le questionnement sur mais qu'est-ce que c'est que ces critères qualitatifs finalement, la qualité totale, mais en général les professionnels ne sont pas d'accord sur ces critères-là, ils n'évalueraient pas la qualité de leur travail sur les mêmes critères. Et ça me fait penser notamment, moi, parce que je n'ai jamais travaillé dans une procédure qualité, mais quand je reçois des questionnaires là, pour me demander la satisfaction des clients, ce que je veux mettre, c'est jamais dans les cases. Parce que pour moi, la qualité, elle n'est pas dans ce qu'on me demande. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose qui explique le paradoxe donc, de la qualité totale. Et puis la quantophrénie, alors ça c'est en fait la maladie de la mesure, donc où on doit tout mesurer avec des choses qui sont quantifiées, normatives, scientistes, et en fait ces chiffres-là deviennent un peu la Bible, et en tout cas on voit tout à travers ça. Et tout ce qui n'est pas par contre mesurable, quantifiable, c'est rien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que le travail en général, ce qu'on fait de mieux, c'est pas forcément mesurable, parce que quand on a un cas difficile et puis qu'on passe plus de temps par rapport à ci, à là, qui n'est pas forcément dans la procédure, mais qu'on y arrive quand même, du coup ça ne compte que 1. Voilà. Moi j'ai vécu en formation où je recevais des gens et des fois je devais en voir certains 2, 3, 4 fois, certains une seule fois, mais en fait ils m'étaient toujours compté 1. Mais pour faire le travail, il y a en effet des cas où on est obligé de passer plus de temps, où il y a des choses, voilà. Et c'est ça, se sentir compétent, c'est pouvoir résoudre justement ce genre de choses.
Alors en gros, l'idéologie donc du management, donc c'est comme on l'avait, on externalise tout. Donc ce qui était fait à l'intérieur de l'entreprise, donc au niveau de la compta, au niveau des audits, donc dans des procédures qui sont déshumanisées, puisque ce sont des chiffres, des tableaux, etc., des cases à cocher. Et qui permettent de baisser les dépenses et puis d'augmenter les recettes. L'humain du coup devient un exécutant, plutôt qui doit être interchangeable, donc puisqu'il est devenu une variable d'ajustement, pour atteindre les objectifs de rentabilité qui sont fixés aux entreprises. Donc il est dépossédé, donc l'humain est dépossédé de son pouvoir d'autodétermination. Et alors ce que j'ai appelé, j'ai mis autorité, et c'est vrai que c'est fondamental, mais là c'est parce que je fais écho à une conférence aussi ancienne où il y a une confusion entre l'autorité et le pouvoir. Et donc autoritas et podestas, donc c'était les Grecs, donc rapidement l'autoritas c'était le Sénat pour les Grecs, et en fait là c'était tout ce qui concernait le pouvoir de la transmission du maître et de l'élève, tout ce qui avait un lien avec le bien, enfin la genèse de ce qui se passe, etc. Les règles, justement, connaissance des règles de métier qui se transfèrent, etc. Et puis vous avez le podestas qui était plus, donc là, le gouvernement qui lui ordonne, décide et fait des lois et contrôle. Et en fait, par rapport à ça, donc les professions sont plutôt du domaine de l'autoritas, c'est-à-dire qu'elles transmettent des expériences et des connaissances du monde, donc qui permettent de respecter justement les règles d'équilibre et de conservation des systèmes, mais aussi qui permettent d'innover, parce qu'à partir de ces connaissances-là et de ce corpus de savoir-faire, on peut ensuite innover et s'adapter à des situations nouvelles. Et les règles de métier, c'est essentiellement ça. Et en détruisant donc les professions et les règles de métier pour faire des gens qui sont interchangeables, peu qualifiés et dociles, du coup, on enlève ça et ce pouvoir-là, en tout cas à l'être humain. Alors, donc, par rapport à ça, là je reviens, j'ai parlé beaucoup des entreprises, mais il y a une chose fondamentale qui est à l'œuvre, c'est en fait la confusion entre société et entreprise. On prend un mot pour un autre, etc. Et c'est vrai qu'en français, on n'utilise pas beaucoup société, parce que la société, ça peut être aussi une société humaine, sans forcément parler d'une organisation. Mais en tout cas, au niveau juridique, ça a un vrai sens. Donc vous avez donc les sociétés qui sont donc des personnes morales, donc ça c'est dans le code civil, et c'est un contrat entre deux personnes donc, qui mettent du capital en commun pour justement avec la finalité de pouvoir partager les bénéfices et les pertes. Et donc c'est les multinationales, les actionnaires, les SARL, les sociétés anonymes, etc. Et donc pour eux, donc la santé d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice. Le plus de bénéfices possible pour faire de la plus-value et garantir mon capital. Et par contre, l'entreprise, elle n'est pas définie en droit. C'est en fait une personne physique. Et c'est une unité de production, une unité économique, qui elle a pour but de créer une vraie richesse, une richesse réelle, sociale et enfin en tout cas durable. Et la santé d'une entreprise, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir
payer mes fournisseurs, payer mes salariés, moi-même pouvoir en tant que patron en vivre, hein, et puis aussi garder peut-être un petit peu d'argent pour la maintenance de mon outil de production. Hein. Et là, l'entreprise, elle est en très bonne santé. Par contre, ce n'est pas du tout suffisant pour les actionnaires qui, eux, en plus, veulent pouvoir avoir des profits. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je n'avais pas mis le doigt sur cette chose-là. C'est vrai qu'on l'utilise dans le sens commun. Et puis même les syndicats, même les partis utilisent l'un pour l'autre. Alors, en France, en plus, on a beaucoup de petites et moyennes entreprises. On a le pays européen qui en a le plus. Et en fait, par rapport à ça, tous dans notre entourage, on connaît des petits artisans ou des petites entreprises qui en bavent, enfin voilà, et puis... Donc du coup, quand on tape sur le MEDEF, les multinationales, etc., du coup ça crée une confusion vraiment importante, alors que c'est vraiment des structures qui sont complètement différentes, puisque le but n'est pas le même. Vous avez soit une performance sociale durable, évidemment qu'un boulanger, il ne va pas mettre des cochonneries dans son pain pour rendre malade les gens autour de lui, voilà, puis... Donc, vous avez une responsabilité sociale qui est liée à la personne physique. Hein, et d'ailleurs, un indépendant aussi, une profession indépendante, donc c'est ses propres dettes. Enfin, s'il fait faillite, c'est sur ses propres dettes à lui personnelles. Hein, ce qui n'est pas le cas notamment des sociétés. Voilà, alors ça c'est le petit schéma que j'ai fait. Donc pour l'entreprise, donc ce qui est important, c'est la valeur ajoutée directe. Donc vous avez donc le blé qui est transformé par le meunier en farine, et la farine ensuite le boulanger en fait du pain, et puis c'est toutes ces valeurs ajoutées, parce qu'au départ ça valait 20 centimes, voilà, qui ensuite font le prix de la baguette. Et par contre, pour les sociétés, là, ce qui est important, c'est que l'argent travaille. Hein, c'est-à-dire que l'argent que j'investis là, donc, puisse augmenter, et ce sont les plus-values. Alors, hop, voilà. Alors, tout ça, alors, il y a deux principes, enfin, deux types de capitalisme différents. Donc vous avez, alors là je me base sur le livre que je vais montrer tout à l'heure, là de Brodier, sur la valeur ajoutée directe, où on distingue donc deux types de capitalisme. Celui qui met la primauté sur l'entreprise, donc qui favorise le développement des entreprises, donc de la richesse réelle créée, que lui il nomme Nippo-Renan, alors je ne sais pas pourquoi, donc japonais et allemand. Donc ce qui est important, c'est la transformation, donc c'est le travail entre la farine et la baguette, donc c'est le travail, la réelle richesse que je crée, et avec une performance sociale et durable qui est basée donc sur justement le travail et donc les professions. Et par contre, donc vous avez le deuxième type dans lequel nous sommes, vous aurez compris, où la primauté c'est celle des sociétés, donc qui est néo-américain, donc c'est le plan Reagan-Thatcher, hein, la dernière fois j'ai parlé de ce plan-là, hein, donc avec les économistes néolibéraux, donc Milton Friedman et Hayek, qui donc là c'est plus basé sur des produits qui sont standardisés pas chers, donc où on va réduire constamment les charges, les salaires, le prix qu'on paye aux agriculteurs, en train d'en parler, et par contre on augmente les recettes, parce que on s'aperçoit aussi que les prix malgré tout ils baissent pas du tout. Même si on a privatisé des choses. Et notamment, il y a sur par exemple la privatisation de l'eau à Paris, le fait d'avoir privatisé ça a augmenté l'eau
je ne sais plus combien de pourcents. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont revenus ensuite à une régie municipale, parce qu'en fait, ce qu'on avait dit que c'était pour baisser les coûts, au contraire, ça n'avait fait que l'augmenter. Mais la valeur ajoutée n'avait pas augmenté en conséquence, au contraire. Voilà, alors, donc en plus, ce qu'il y a, c'est que la primauté, donc le néolibéralisme dans lequel nous on est, où on favorise donc justement la société au détriment des entreprises, c'est un modèle social donc du capital et du travail qui est pervers, j'en ai parlé aussi la dernière fois, puisqu'en fait, le modèle économique capital-travail, tel qu'on l'a actuellement, part du principe que les ressources, elles sont inépuisables. Et à l'époque, c'est vrai que on était peu d'humains, qu'il y avait peu de commerce, on consommait assez peu, donc que ce soit le pétrole, que ce soit l'eau, que ce soit tout ça, c'était inépuisable. Donc du coup, le système économique s'est élaboré à partir uniquement du capital et puis du travail, de comment on payait les travailleurs pour transformer et créer la richesse. Mais en fait, aujourd'hui, on arrive un peu au bout de ce système-là, parce qu'en effet, quand vous avez une entreprise de logistique et puis des routiers qui sont très compétents, mais que vous n'avez pas de gasoil, parce qu'il n'y a plus de pétrole, votre entreprise, elle ne fait rien. Donc c'est aussi un système qui, quelque part, pervertit la réalité, et notamment les professions et les entreprises qui, elles, sont chargées, donc qui, elles, ont pour vocation à créer une vraie richesse sociale et durable, les professions prennent en compte ça, la préservation de la ressource, dans le durable pour les générations futures, etc. etc. Donc, du coup, en favorisant les sociétés, on supprime la régulation des humains qui permet justement de corriger cette perversion du système économique originel de capital-travail. Alors, et en gros, favoriser les sociétés, ça marche pas mal, parce qu'en effet, là, vous avez donc un graphique, alors que j'ai pris à partir d'un article du Monde diplomatique, donc qui s'appelle « Le coût du capital, la question qui change tout », parce qu'on nous parle tout le temps du coût du travail, on coûte trop cher, etc., mais on ne parle jamais du coût du capital. Donc lui, il ne fait pas des tableaux. Mais voilà, donc j'ai fait à partir de ça. Donc c'est l'étude Clercé qui a été faite. Et donc il montre que, par exemple, donc donc si les travailleurs français donc, créent une richesse de 100 €, et donc en 1973, on le vendait 100 €. Là, par contre, pendant les 30 glorieuses, on le vendait 115 €. Donc le capital coûtait 15 € de plus que ce qui avait été fait en richesse réelle. Et par contre, en 2011, donc cette étude montre que là, l'entreprise doit faire payer aux clients 170 € pour une richesse créée de 100 €. Voilà. En sachant que en bleu, là, la production, elle comprend la marge de profit déjà. C'est-à-dire que c'est compris dedans, d'après ce qu'ils expliquent. Donc là, le rouge que vous avez, c'est uniquement les hedge funds, les fonds de levier, donc pour rembourser leurs dettes parce qu'ils ont acheté, etc. Et puis les dividendes donc, qui récupèrent. Voilà. Donc je vous disais, donc le livre, si certains s'intéressent sur cette question de la valeur ajoutée directe, il y a notamment donc Jean-Louis Brodier qui a fait ce livre-là. Donc en gros, donc, cette confusion, comme je disais tout à l'heure, qui est organisée par les partis politiques, par les syndicats, on prend l'un pour l'autre, etc., brouille complètement les règles du jeu et font que finalement,
les gens perdent un peu, ne savent plus entre le MEDEF qui se tape, enfin voilà, les syndicats tapent sur le patronat, etc. Mais en fait, en restant dans cette confusion-là, on ne sait plus trop quoi penser. Et donc, tout ça est... donc, autre chose qu'on a vu, c'est que ce modèle ultralibéral, donc néolibéral, s'inscrit bien dans les outils de gestion internationaux mis en place par les grandes banques internationales et les cabinets d'audit, et que donc la mondialisation actuelle est sur cette politique-là néolibérale, et elle est issue, alors j'ai mis de l'impérialisme américain et imposé par les traités de l'Union européenne. Alors les traités de l'Union européenne, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc l'impérialisme américain, ça j'en parle dans ma première conférence, puisqu'en fait tous ces grandes fondations, enfin le plan Marshall, puis le FMI, la Banque mondiale, tout ça a été fait à l'initiative des États-Unis. Et c'est vrai que c'est le système capitaliste néo-américain qui est imposé à travers toutes ces instances internationales. Voilà. Ça va? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un système qui favorise les sociétés et donc au détriment des entreprises. Et là, je vais essayer de conserver les bons termes. Donc, quand je dirais entreprise, c'est bien une unité de production, donc que ce soit une profession libérale, un agriculteur, un artisan ou une petite entreprise, qui cherche, dont le but, la finalité est de créer une richesse réelle. Et quand je parlerai de société, donc je parlerai des multinationales avec leurs actionnaires. Donc, dans cette logique-là, vous avez par rapport à ça une destruction progressive, de toutes les législations qui se mettent en place, le contrôle de gestion, la mise en concurrence, fait que l'État permet petit à petit de faire disparaître les entreprises pour privilégier les sociétés. Par notamment la mise en concurrence directe avec les sociétés qui, elles, délocalisent en Chine avec des salaires pas chers, etc. Plus de droits de douane avec l'ouverture des frontières, etc. Et les traités de libre-échange aussi, notamment le CETA, celui avec le Canada qui est en expérimentation qui est introduite depuis septembre. Ouais. Voilà. Ensuite, l'État aussi fait la promotion et crée de nouveaux statuts de société. Par exemple, vous avez les agriculteurs. C'était dans le système entreprise. C'est leur exploitation agricole issue de leur père, etc. Et en fait, aujourd'hui, vous avez ça s'appelle EARL, je crois, une possibilité de créer une société, sur les critères d'une société pour faire des bénéfices, etc. Et rentrer dans le système d'audit et de comptabilité des sociétés. Qui a été créé pour les professions libérales, c'est pareil. C'est libéral. Ouais. Ils ont créé la SASU. Moi, je me suis créé en SASU. En fait. Ouais. J'avais noté j'avais fait un tableau avec justement toutes les choses individuelles et collectives, et en fait il y a des créations comme ça de sociétés. Y compris même de l'individu, et même pour le public aussi, puisque les services publics sont devenus des EPIC. Alors, les entreprises, parce que l'État aussi veut créer une performance sociale. Son but, c'était pas, parce que maintenant c'est une société de marché, donc oui, maintenant l'État est devenu actionnaire. Mais, le régime de base de l'État qui ne fait pas de bénéfices mais qui veut créer de la performance sociale, c'est ce qu'on appelle les régies.
hein, donc les régies municipales pour l'eau, etc. Où là, l'entreprise intervient au nom de la commune ou de l'État. Hein. Et en fait, pour libéraliser les services publics, eh ben, par rapport à ça, ils ont mis en place différents statuts, les EPIC, les établissements publics d'intérêt commercial, donc comme la SNCF, tout ça, les EHPAD, dans les établissements publics administratifs, et puis vous avez aussi les sociétés mixtes, enfin voilà. Donc il y a promotion en tout cas et développement des différents statuts de société. Ensuite, donc, vous avez la création aussi et l'obligation de normes, hein, donc, notamment au niveau, par exemple, des frigoristes, vous avez, quand il y a eu le changement des gaz là, par rapport au frigo, etc., il y a eu tout un ensemble de choses. Et aujourd'hui, donc, vous avez, pour ces petites entreprises-là, des formations obligatoires, des certifications. Alors, vous avez attestation de capacité obligatoire, donc qui est nécessaire pour acheter les fluides, donc il y a dans les frigos, donc sinon, donc ça c'est Veritas ou APAV qui vous donne le tampon pour pouvoir exercer votre métier, donc qui est une charge hein, pour les petites entreprises. Vous avez ensuite donc les attestations d'aptitude aussi qui coûtent dans les 3 500 €. Vous avez ensuite toute la paperasserie parce qu'il faut dire à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Les appareils de mesure qui doivent être aux normes qu'on doit racheter, etc., etc. Enfin bref, ces charges-là pour des petites entreprises, c'est quelque chose qui est colossal et qui freine énormément, évidemment, qui réduit leur possibilité de survie, surtout face à la concurrence de grosses majors qui, eux, voilà, délocalisent, voilà, donc ça, tout ça, bien sûr, ben, ça a créé beaucoup de nouveaux marchés de contrôle. Hein. Alors, je parlais pour les frigoristes, donc APAV, Veritas, etc., hein, qui du coup ben, ont vu venir des artisans pour, etc. Tout ce qui est formation aussi. Des formations en plus qui n'apportent pas forcément grand-chose, parce que pour des ouvriers qualifiés, bon, c'est des choses qui faisaient, enfin, le frigoriste là, qui fait une conférence et explique que, ben, bien sûr, que c'est ce qu'il faisait avant en tant qu'ouvrier qualifié, donc c'est vraiment de la formation qui est pas voilà, nécessaire, qui est une charge. Ensuite, donc la charge voire des dettes donc pour les mises aux normes aussi, donc d'électricité, des outils de production qu'on doit changer, des logiciels nouveaux qu'on doit mettre en place, qu'on doit acheter, tout ça, donc qui les endettent aussi, donc qui doivent ensuite... les audits externes, donc ben, par exemple d'avoir le label NF ou le label ci, le label là pour pouvoir vendre ses produits ou pouvoir être vendu en supermarché ou je ne sais quoi, voilà. Donc du coup ça appauvrit les petites entreprises, mais par contre les labos, les gros labos, les grosses structures de contrôle et d'audit, ben, eux ça leur apporte beaucoup d'argent puisque c'est des choses qui sont obligatoires. Hein. Et puis, donc, notamment, vous avez aussi dans les dérégulations des professions, puisque là aussi, vous avez bien sûr les professions libérales qui sont dans le système de l'entreprise, c'est-à-dire de créer une réelle richesse. Et par rapport à ça, vous avez donc toutes les réformes Macron qui ont été faites, où on a vu donc des notaires, des avocats, des médecins dans la rue, ce qui est quand même assez rare. Et en fait, tout ça, les pharmaciens aussi qui faisaient grève, là il y en a eu encore une, parce que en fait, à travers ça, donc, on fait disparaître les protections sociales qu'ils avaient, notamment une des choses fondamentales, c'est qu'on permet... Enfin, ce qu'on avait en France, c'était que ben, pour, par exemple, ouvrir un cabinet de dentiste, ben, il fallait être dentiste soi-même et exercer. Et en fait, ben, aujourd'hui, ça a été cassé. Et ce qu'il y a, c'est que
peuvent rentrer au capital du cabinet dentaire des gens qui ne sont pas du métier, mais qui ne sont là justement que pour faire des bénéfices. Voilà. Et ça se fait un peu dans toutes les professions. Je crois que ça a commencé en tant que vétérinaire, mais bon, pour les avocats, pour tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finance lorgne sur le marché de ces professions réglementées-là. Mais bien sûr, dans les médias, on vous fait croire que ce sont des gros privilégiés et qui se gavent sur notre dos. Alors qu'en fait, c'est vrai que les protections qui étaient mises en place, c'était pour les mettre comment dire, vis-à-vis de l'intérêt général, de les protéger justement de la concurrence, notamment les pharmacies. Les pharmacies, c'était par rapport à une population donnée, il y avait des quotas, hein, et ces quotas-là aussi disparaissent. Maintenant, ça devient des supermarchés, on le voit, hein, tout est en présentoir. Et voilà, donc l'objectif, c'est de faire passer toutes ces entreprises qui créent de la réelle richesse pour que ce soit capté par en effet des sociétés et puis qu'elles grossissent. Voilà. Et puis bien sûr, ben, il y a le RSI, hein, donc le régime qui insécurise énormément bien sûr tous ces indépendants, qui est lié bien sûr au New Public Management, puisqu'en fait c'est une des fonctions, donc l'État a sous-traité à du privé la sécu, hein, des indépendants, mais en les payant à coups de lance-pierre, donc et puis un peu dans l'urgence, donc du coup ça génère énormément de dysfonctionnement. Pour les étudiants, ils ont fait exactement la même chose. C'est pour les mutuelles étudiantes qui servent de sécu, ils ont fait pareil, ils ont privatisé, ils ont payé à coups de lance-pierre, donc du coup des dysfonctionnements énormes. Et bon, l'intérêt c'est que du coup, ben, maintenant il y a de la grogne contre la sécurité sociale en général, et ce qui permet de privatiser aussi le service de la santé et de la sécurité sociale. Enfin voilà, ça c'est notre domaine, mais c'est vrai que la dernière fois je n'ai pas parlé du RSI, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fondamental, parce que les PME, tout ça, ça représente quand même beaucoup d'emplois. Voilà, donc c'est comme pour les salariés, hein, ou comme pour le public, pour les indépendants et les petites entreprises qui ne sont pas sous un régime de société, donc c'est aussi la subordination des professionnels au principe donc, de la finance à court terme. Donc avec des contrôles externes qu'on leur impose pour pouvoir exercer, avec la mise en concurrence, donc des déréglementations et donc la libéralisation des marchés, et tout ça avec des décrets. Donc ça freine en tout la compétitivité des petits, hein, par rapport aux gros, comme je le disais, par rapport aux frigoristes ou aux petits lavandiers. Ça génère in fine un surcoût au niveau du client et des petits commerces, parce qu'évidemment le frigoriste qui doit envoyer ses ouvriers en formation, qui doit payer la mise en de nouveaux matériels, etc., qui doit changer les gaz parce qu'il y a une nouvelle directive qui dit que ce gaz-là est nocif, enfin bref, du coup tout ça, ça a des répercussions sur sur les entreprises qui ont des frigos, les petits commerces, et du coup qui vont le répercuter aussi sur le prix de vente après, même s'ils sont en entreprise, parce que leurs charges augmentent, donc du coup ils sont obligés. Et ils ne peuvent pas rationaliser comme les grosses qui peuvent répartir ces charges sur le reste. Donc ça fait disparaître les métiers, donc, puisque ça génère des tâches d'exécutants, hein, et ça fait baisser donc les qualifications et la qualité de travail. Ça favorise aussi les regroupements, hein, et donc augmente aussi les sociétés, la taille des sociétés, et donc la concurrence, hein, du coup on va être de plus en plus en concurrence. Il
y a pas mal les médecins maintenant, tout ça qui se regroupent, les agriculteurs aussi qui se regroupent pour mutualiser leurs outils. D'ailleurs, les nouvelles sociétés sont créées un petit peu dans ce sens-là. Puis du coup, ça fait des grosses exploitations qui du coup sont un gros concurrent par rapport aux petits qui gardent sa petite exploitation voilà, de sa familiale. Donc c'est le cercle vicieux. Et donc du coup ça empêche de créer surtout de la vraie richesse, de la richesse réelle, et ça favorise aussi les arnaques et les fraudes. Parce qu'évidemment quand on met une entreprise dans une situation de survie, du coup si elle dépose le bilan, on se retrouve comme un ronflant, ou alors il va un peu enjoliver le devis, voilà, ça va générer tout un... Moi je ressens ça, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais que finalement on peut de moins en moins avoir confiance dans les artisans, ou etc., etc. On a des surprises qu'avant on n'avait pas, comme dans les services publics d'ailleurs, c'est-à-dire que ça délite quand même le lien social et la confiance que je peux faire dans l'autre. Alors toute cette insécurité-là... Pardon ? Non, mais Maslow, on y arrive. Oui, alors c'est vrai que c'est une pyramide, donc bon, c'est quelque chose de très connu, donc au niveau de la motivation d'entreprise et tout ça, mais c'est vrai que ça me semble être assez intéressant des besoins de l'être humain, donc notamment, et donc c'est la pyramide en effet de Maslow qui hiérarchise nos besoins. Et en effet, on voit que toute cette insécurité-là qui est générée donc, met en cause les besoins que nous avons, et notamment le premier besoin, c'est le besoin physiologique, qui est celui tout simplement de pouvoir manger, avoir un toit sur la tête. Voilà, et puis aussi de pouvoir transférer mon exploitation à mes enfants. Ça fait partie aussi des besoins physiologiques, dans cette logique de survie de l'espèce. Pas rien qu'individuel, mais aussi dans la logique, cette logique-là. Ensuite, le besoin de sécurité. Donc là, au niveau de ce que j'ai, je ne veux pas le perdre. C'est pas en avoir plus, mais si j'ai une maison, je préfère pas la perdre. Voilà. Le besoin d'appartenance. Donc ensuite, c'est qu'on a besoin aussi d'avoir une place dans un groupe, de se sentir reconnu. Donc je parlais de coopération, mais c'est vrai que c'est important dans un groupe de dire non, moi je ne sais pas trop faire ça, toi tu sais mieux le faire. Et en fait, là, les équipes fonctionnent beaucoup mieux quand ça se passe comme ça. Mais si tout le monde veut faire la même chose en même temps, c'est beaucoup plus compliqué. Et en tout cas, ça ne répond pas à notre besoin d'avoir une place et d'être reconnu dans mon groupe d'appartenance. Le besoin d'estime, donc confiance, respect, reconnaissance de mon groupe d'appartenance, et puis la réalisation de soi qui est le haut de la pyramide. Voilà. Et donc on voit que la mise en place de toute cette gestion du management remet en cause un à un. Alors j'ai pas parlé du code du travail, mais sur ma conférence de la flexi-sécurité j'en parle aussi, comment tout ça arrive, mais ça remet en cause justement tous ces besoins-là. Que notre système social, qu'on appelle l'État-providence, qui avait été mis en place donc après la Seconde Guerre mondiale, nous permettait justement de sécuriser. La sécurité sociale, c'était pas que la Sécu, c'était aussi la sécurité sociale de l'ensemble de la population, avec les retraites par répartition, avec les comités d'entreprise, avec le droit du travail, voilà, le Conseil national de la résistance, voilà, qui avait mis tout ça en place. Et nous protéger justement des féodalités financières. Donc voilà, pour ce qu'il en est. Pour finir sur en tout cas sur les petites et moyennes entreprises, les libéraux, il faut savoir que ça représente quand même un nombre énorme d'emplois. Donc 96% des entreprises françaises, 2 emplois sur 3, 60% de la production
intérieur brut, hein, donc de la richesse créée. Donc cette insécurité génère aussi donc, pour eux une souffrance au travail importante, des suicides énormes, 1 à 2 par jour selon les études, ne serait-ce sur les dirigeants de PME, mais dedans il y a les agriculteurs hein, qui sont énormément touchés. Vous avez donc les faillites personnelles, ça génère bien sûr le business du soin, hein, donc le couloir humanitaire aussi, un peu dont je parlais tout à l'heure, donc de la santé, du stress, du développement personnel, etc., des fleurs de bac pour gérer le stress. Hein. Et le délitement du lien social, donc aussi dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, tout ça, c'est notamment cette souffrance au travail dont on a parlé pour France Télécom, pour tout ça, ou dans les services publics, à l'hôpital. Et bien en fait, pour la majorité des entreprises françaises, pour 2 emplois sur 3, on n'en parle pas alors que c'est exactement la même chose. Il n'y a quasiment aucune étude sur la souffrance, donc la souffrance au travail de ces indépendants et de ces petites entreprises. Vous avez simplement un laboratoire universitaire à Montpellier là, qui s'occupe un peu de ça et essaye d'alerter sur justement cette part-là de notre économie qui est quand même colossale et dont on ne parle pas parce que justement comme ils sont éparpillés et indépendants, ben, du coup voilà, on n'a pas de vision très claire et il n'y a pas d'études faites à ce sujet. Alors, les risques psychosociaux donc, sont bien pour les petites entreprises mais, et pour les entreprises au sens de créer une richesse financière, mais aussi pour les salariés qui sont dans les sociétés. À savoir qu'en effet, par rapport à la pyramide de Maslow, il était prévu que la mise en place de cette société néolibérale générerait des problèmes de santé publique. Et d'ailleurs, l'Union européenne, quand elle a voté, quand ils ont choisi donc, au protocole de Lisbonne en 2000 de mettre en place l'économie de la connaissance la plus performante du monde, du coup, elle a mis en place une stratégie de santé et de prévention au travail. Parce que, et elle dit, alors je ne l'ai pas amené cette fois-ci, j'en ai parlé beaucoup la dernière fois, j'ai pu détailler, mais elle explique que donc vu le choix politique qui a été fait, donc ça allait engendrer de la flexibilité dans les formes d'emploi, donc de la sécurité, que ça allait engendrer donc des risques dus aux mutations des organisations de travail et que ça allait développer la précarité, le temps partiel, les horaires atypiques dans les travails de nuit, les travails postés, le télétravail, que ça allait développer aussi les flexibilités dans les organisations de travail, une gestion des ressources humaines, hein, on revient plus individuelle, et justement des primes individuelles de performance et puis de obligations de résultats. Et du coup, il est noté noir sur blanc dans cette stratégie-là que ça va générer, parce qu'on le sait, que ça va avoir un impact négatif sur la santé, ça va générer plus d'accidents de travail, du stress, de l'anxiété, de la dépression, du harcèlement, des intimidations, des addictions, hein, donc alcoolisme, etc. Et de la violence au travail. Donc, il est noté noir sur blanc qu'ils savent très bien qu'en faisant ce choix-là politique, ça va générer ce... Et c'est pour ça qu'ils poussent les États membres à faire des lois anti-harcèlement, à mettre en place des dispositifs pour les risques psychosociaux, etc. etc. Voilà. Donc, et au niveau donc, des petites entreprises, c'est exactement voilà, la même chose. Là, il ne détaille pas, c'est vraiment pour tout. Hein. Dans le bâtiment, il y a bien sûr les artisans aussi. Voilà, donc la
pour finir, donc, la société donc, malade de sa gestion et la perversion narcissique, donc ça j'en ai parlé dans la première conférence, notamment sur les lois sur le harcèlement. Vous avez beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment sur le harcèlement et le lien donc, avec la perversion narcissique. On parle beaucoup des managers qui sont pervers, etc., comment s'en défier, et puis ça déborde même sur la vie personnelle, mais à l'origine c'était bien sur des travaux sur le harcèlement au travail, hein, Marie-France Irigoyen, le livre hein, qui a, en France en tout cas, qui a fait mettre en place ensuite des lois sur le harcèlement, donc en parle. À l'origine c'était donc Jean-Claude Racamier, donc dans Génie des origines, qui en parle, mais en fait lui il n'en parlait pas ou peu comme une maladie, donc la perversion narcissique, il n'en parlait pas comme une maladie individuelle telle qu'on le parle aujourd'hui, mais vraiment comme quelque chose, comme une maladie sociale et une contagion, hein, et qu'il explique très bien dans ce livre-là. Où les symptômes, ben c'est en fait comme ça paraît comme une maladie, enfin ça a le masque de santé hein, mentale, ça paraît normal, mais c'est une pathologie en fait qui masque la réalité, hein, le principe de réalité, et donc qui relève vraiment d'une psychopathologie, et notamment dans ce système-là, vous avez la neutralisation de quelque chose qui est complètement inné dans l'espèce humaine, c'est l'empathie. Hein. L'empathie, c'est-à-dire de ressentir l'émotion que l'autre ressent. Voilà. Et on sait que cette empathie, elle n'est pas acquise, on ne peut pas l'apprendre à quelqu'un. Elle est innée, parce que même les nouveau-nés, quand on leur met des sons, hein, donc des cris, notamment des pleurs, si on leur met leurs propres pleurs enregistrés ou si on leur met le pleur enregistré d'un autre nourrisson, eh ben, quand c'est leur propre pleur, mais par contre quand c'est le pleur d'un autre nourrisson, ben, eux aussi ça agit sur eux, sur leurs propres émotions. Voilà. Et en fait cette contagion narcissique avec ses objectifs de résultat, avec tout ça, ben, en fait neutralise complètement l'empathie qu'on peut avoir par rapport à autrui, et on instrumentalise au contraire l'autre, on l'utilise comme objet pour arriver aux objectifs qu'on a fixés, hein, d'où l'impact des primes individuelles, etc. etc. Voilà. Tout ça, donc, c'est en fait dans le système dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, de Hayek et Friedman, qui donc transforme petit à petit la société en une société de marché, et même les États ne sont plus des États et ne sont plus là pour la performance sociale et protéger leur population, mais ils sont là pour générer de l'argent et être rentables, notamment pour les détenteurs de la dette. Et donc cette perversion vient du fait notamment de cette idéologie qui dit, donc dans un livre qui s'appelle Le Route de la servitude, seul le système de concurrence est capable de réduire par le moyen de la décentralisation le pouvoir exercé de l'homme par l'homme et de le libérer. Voilà. Et alors il y a de plus en plus de voix, bon j'ai parlé de Stiglitz, mais il y a aussi Krugman, il y a en France Étienne Chouard, vous avez Jacques Sapir, vous avez Lordon, Frédéric Lordon, donc des économistes atterrés, donc qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer, essayer d'informer les gens du choix, de ce choix-là, des inconvénients et des impacts que ça peut avoir, et notamment aussi sur l'environnement, sur l'insécurité sociale qu'on a. Bon. Mais bien sûr, ces gens-là ne sont pas très peu dans les médias, parce qu'en réalité, ces médias sont aux mains des 10 milliardaires, des quelques milliardaires qui possèdent tout ça, voilà. J'avais montré l'autre fois l'article du Monde où il y avait en effet tout le diagramme de...
Non, non, le monde diplomatique. On est une grande... ouais, c'est possible. Et donc voilà, du coup, en effet, ils ne passent pas dans les médias, mais avec ces crises, notamment, ils expliquent que ce néolibéralisme, avec les crises d'environnement, les crises financières, etc., donc on arrive un peu à une fin de cycle. Les gens perçoivent bien qu'en effet, ils ne sont plus trop en démocratie, que bon, voilà, et que c'est finalement la fin d'un cycle de ce néolibéralisme-là. Donc voilà, en tout cas, c'est important de connaître un peu les rouages de ça, et puis de finir là-dessus, hein, sur le fait qu'en effet, on est sur un système très mortifère complètement. Donc sur est-il possible de s'adapter à une société malade? Donc voilà, les éléments là montrent qu'en effet ce système-là n'est pas soutenable, que la souffrance que chacun de nous vit dans sa vie personnelle, en tant que client, en tant que citoyen, en tant que professionnel, n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est parce que c'est une erreur qui a été faite au niveau économique, qui est très très bien écrite, décortiquée, etc. Mais que voilà, pour l'instant, c'est dans le domaine du marginal, parce que c'est pas encore dans les médias, mais que voilà.